Mbamina, ce qui en congolais signifie l'orage, l'éclair. Et les sonorités ont changé, mais l'esprit n'a pas tellement changé. L'esprit n'a pas tellement changé. Quand Sambango passait des heures à gratter sa guitare et à chercher des sonorités sur sa guitare électrique, on lui disait « Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu cherches là ?» Et il répondait « Je suis en train d'apprendre ma langue à ma guitare. » Et donc quand on écoute les disques de Mbamina, on entend à travers les sonorités tirées des instruments modernes, les sons des sanza, des instruments traditionnels africains. Et nous avons réussi à recruter un batteur qui maîtrisait très bien le drone et qui se mariait très bien avec nos bongos. Donc voilà, on a évolué petit à petit sur le style que nous avons choisi. Donc il y a des membres du groupe qui ont désisté. Il y en a un qui a trouvé une épouse et qui a pensé que la vie artistique ne lui permettait pas d'épouser une petite Française et de fonder une famille en France. Et donc il a préféré se retirer. Et puis il y en a un autre et qui est parti tout de suite aux États-Unis et qui était complètement opposé au choix que nous avions fait de moderniser le groupe et de produire une musique qui reste authentiquement africaine, mais plus moderne, et que nous remplacions notre contrebasse par une basse électrique, et que nous appuyons nos bongos avec une batterie complète et efficace. C'était difficile de vivre. Il fallait louer des appartements à Paris et il fallait trouver du boulot. Il fallait que les disques se vendent et les disques que nous avons réussi à enregistrer ont eu des bonnes critiques dans la presse professionnelle, mais ça ne suffit pas pour vendre des disques. Et en fait, nous n'avons jamais réussi à faire un succès discographique qui aurait pu nous permettre économiquement de nous installer et d'évoluer paisiblement. Là, il fallait sans cesse trouver du travail, trouver des contrats. Sinon, il n'y avait pas d'argent. Je n'avais pas de ressources particulières pour faire vivre le groupe si on ne travaillait pas. Alors, c'est à ce moment-là que nous avons eu un contrat en Algérie. Et nous avons trouvé ce contrat en Algérie à une époque où on était en vraie difficulté parce qu'on ne trouvait pas de travail. Et donc on n'avait pas de quoi manger. Donc dans l'avion qui nous emmenait en Algérie, on se regardait les uns les autres. On était devenus maigres parce qu'on bouffait pas. On n'avait pas de quoi manger. On gagnait pas notre vie.
Alors en Algérie, on a eu un bon contrat. On était l'attraction de l'hôtel principal d'Alger, euh, qui s'appelait comment s'appelait cet hôtel? Euh, Normalement, euh, voilà, quand on a vieilli et quand on cherche un nom, il fuit. Alors, peut-être qu'on le retrouvera tout à l'heure. L'Aletti, voilà, à l'hôtel Aletti. Donc, on était logé à l'hôtel Aletti et nourri à l'hôtel Aletti. Et le soir, on faisait un spectacle à l'hôtel Aletti. Et plus tard dans la nuit, un autre spectacle dans une boîte à l'intérieur d'Alger. Alors cela nous a permis de vivre pendant plusieurs mois, hein, et de mettre un peu de sous de côté. Et à l'hôtel Aletti, dans le public qui venait nous applaudir, se trouvait un industriel italien du marbre. Donc c'était un instrument de Carrare en Italie. Et c'était un négociant du marbre. Il exploitait une carrière de marbre et vendait du marbre tout autour de la Méditerranée. Et donc il était en Algérie pour négocier un contrat. Il a vu le groupe. C'était quelqu'un de très gentil, quelqu'un qui avait le cœur sur la main. Il a trouvé ce groupe très sympathique. Et il a trouvé que c'était sympathique qu'un jeune prêtre soit là avec eux en train d'essayer de les aider à déboucher dans une carrière. Et il a pensé que lui aussi pourrait nous aider. Et il nous a dit, venez en Italie, venez à Carrare, je vais m'occuper de vous et vous allez et je vais vous aider à vous lancer. Et lui, il rêvait qu'on vienne en Italie et qu'on fasse un grand succès, et il aurait été heureux de participer au succès d'un groupe musical. Nous sommes restés pratiquement 4 ans. À Carrare, nous nous sommes installés dans une boîte, amis de notre sponsor, et nous avons été l'attraction de la boîte. C'était une époque qui était difficile pour ce genre d'établissement. Le groupe faisait un vrai bon succès, mais le public n'était pas toujours au rendez-vous, donc il ne faisait pas de très bonnes affaires. Mais on était supporté par ce sponsor et on arrivait à vivre et à chanter. À la fin de l'été, on a rejoint Milan et on s'est installé à Milan. Et là, au contact d'un impresario, Callegari, qui nous a trouvé des contrats dans toutes les discothèques d'Italie. Et donc, nous n'avons jamais arrêté de travailler. Nous avons été donc à cette époque-là, en Italie, dans toutes les villes moyennes, il y avait des discothèques, de grandes discothèques qui fonctionnaient surtout pendant les week-ends et qui accueillaient des grands publics et qui avaient besoin d'attractions pour animer les soirées. Et donc, nous avons pu aller de discothèque en discothèque et travailler en Italie. Et lorsque arrivait la saison d'été, nous repartions en France où nous avions
accroché un contact à Saint-Tropez avec une boîte de Saint-Tropez qui nous prenait chaque année pendant un mois pour animer les soirées. Et c'était une boîte qui était fréquentée par les gens du show business, par le directeur de l'Olympia, le directeur de la maison de disques Barclay, et puis un certain nombre de gens qui étaient susceptibles de s'intéresser à notre musique et de nous aider. Et puis, à la fin de la saison, on repartait en Italie, aussi sur la côte d'Azur italienne, où on avait aussi là un bon contact, une boîte qui nous accueillait volontiers et où nous arrivions à passer presque un mois chaque année. Donc ce séjour en Italie a été très productif pour nous. Le groupe s'est développé, le groupe s'est sans cesse professionnalisé et on avait évolué dans le style de notre spectacle, dans les tenues de scène que nous avions élaborées et créées, et on avait un spectacle tout à fait original et qui venait de ce que, sur scène, le groupe était très actif. Chaque morceau était dansé avec une énergie et une vitalité tout à fait étonnante et qui fascinait les publics auxquels nous nous adressions. Alors nous sommes rentrés en France. En France, de nouveau, nous avons fait des premières parties intéressantes. Nous avons fait les premières parties de Paul Naref. On a fait des premières parties de Carlos. On a fait des premières parties de Claude François. Et comment il s'appelait ? Et puis des premières parties de Dave qui débutaient, qui commençaient à s'installer dans le show business de l'époque. Et ils ont eu l'opportunité de faire la première partie d'un spectacle de James Brown. C'était à la Villette. Bamina a fait un véritable tamas avant que James Brown rentre en scène. Et donc, à cette époque-là, c'était la mode, quand le public était content, d'allumer un briquet, de se lever, de danser la musique. Et les Mbamina ont vécu là quelque chose qui les a beaucoup marqués, dont ils gardent un grand souvenir. Hein. Donc ils ont communié là avec un public et qui les accueillait, qui rentrait dans leur musique, qui jouissait de leur spectacle. Et donc c'était un grand souvenir. Et nous avons eu tout au long de notre histoire plusieurs éléments où nous avons vraiment connu ce contact avec le public, mais cette première partie de James Brown, c'est certainement le souvenir le plus fort que les Mbamina ont gardé de leur tournée de cette époque.
Tabulutina, yo,